Bonjour, mesdames et messieurs. On voit dans cette salle un visage que je reconnais, qui sont de mon pays d'adoption. Et je suis fier de savoir que ce forum APEDA est consacré à tout le monde. Alors je vous dis à revoir et je vous avance tous. Je voudrais saluer particulièrement le mot sage, je peux le partager. Mais comme je suis un comptable équitable, je donnerai 95% du mot sage au Bassanjo, au Oga. Ce qu'il a fait pour l'Afrique quand il était président. D'abord président portant une casquette militaire. Déjà à cette époque, il a permis au Nigeria de créer au fond de la banque d'Afrique, celle de la banque d'Afrique de développement, le Nigeria Trust Fund, et qui est un signe pour que les pays africains aident d'autres pays africains. Donc un guichet concessionnaire qu'il avait. Après, il a participé quand il est devenu président, pas en costume parce qu'il n'aime pas ça, mais le président Boubou, il a participé à la création et j'allais dire à l'activation d'un esprit panafricain en gérant, en initiant le NEPAD. Et ça, c'est très important. Alors, je voudrais le saluer tout particulièrement. Et voilà, merci d'être venu. Merci de continuer dans le combat panafricain après avoir quitté officiellement une fonction. Je salue une chaise vide qui est de Sounoua, que j'ai connu. Et j'allais dire, il y a des Africains qui sont africains par le lieu de naissance ou par les parents. Mais il y a d'autres qui sont intellectuellement, spirituellement, politiquement engagés pour l'Afrique. Pour nous, ce sont les Africains de la lecture. Et je les salue et je prie ceux qui sont là de lui transmettre mes amitiés. Le thème qui m'est donné, j'aurais pu simplement dire l'émergence de l'Afrique, quelles conditions et quel horizon. C'est ça facile, je peux répondre. Mais je voudrais vous dire, parce que d'après ma présentation, je reprends ma présentation par la fin, ce que j'aurais dit en conclusion, qui me semble être beaucoup plus pertinent de le dire à l'introduction. L'émergence de l'Afrique au XXe siècle n'est plus du tout simplement un rêve, ni une simple déclaration de foi, comme on le disait, le XXe siècle est le siècle de l'Afrique. Ça, c'est une déclaration de foi. Mais c'est une réalité dans laquelle nous vivons déjà, à vitesse certes modérée, mais nous y sommes. Et nous devons être aux commandes de cette réalité. Nous devons piloter cette réalité. Nous sommes donc déjà dans l'émergence, mais comme nous sommes 54 pays, le rythme de l'émergence sera différent pour les uns et pour les autres. Mais nous y sommes engagés et nous devons de manière ferme y rester. Et qu'est-ce qui nous fait dire que nous sommes déjà dans l'émergence? Permettez-moi de vous parler du contexte. Et puis, par la suite, je vous parlerai des signaux très précis qui nous permettent de dire que nous sommes dans l'émergence. Et je vous dirai quels sont les acteurs. Je pense, par exemple, à cette nouvelle génération de leaders qui sont nés après les indépendances ou autour de nos indépendances, qui, à mon sens, je l'ai toujours dit dans le temps, qui n'ont aucun complexe avec l'égard de qui que ce soit, et qui ont une ambition de voir leur
continent, leur pays, à la dimension, à la taille des pays, des autres pays dans le monde. Ils ont l'expertise, ils ont cette connaissance. Donc, nous avons parlé de cette génération post-indépendance. Voilà donc, en gros, ce que j'allais dire. Et bien entendu, il y a les conditions de l'émergence. En Afrique même, nous avons des pays modèles. La Côte d'Ivoire, tel que nous venons de voir par ces images, est un pays qui renaît. Est un pays qui est fortement dans l'émergence. Et il y a d'autres pays dans ce cas-là, il y a des pays phares que nous pouvons citer. Voilà donc ce que je voulais d'abord vous dire. Et je prends les mots par le contexte. Ce contexte est caractérisé par une forte croissance enregistrée en Afrique depuis le début du XXe siècle. Et ce qui donne à penser que l'une des puissances économiques mondiales va être l'Afrique. Ainsi, l'Afrique émergente, l'émergence de l'Afrique suscite de plus en plus l'espoir qu'elle s'affranchira afin de son statut de continent fragile, caractérisé par une tragédie de croissance. Non seulement l'Afrique est riche en ressources naturelles, mais sa tendance démographique, une main-d'œuvre jeune, reste favorable. Ainsi, après plusieurs décennies de morosité économique, la plupart des pays africains ont connu, au cours de ces 15 dernières années, une croissance économique soutenue. Certains pays africains se classent désormais parmi les pays ayant une forte croissance économique. Entre 2001 et 2012, la moyenne du PIB, c'est un problème technique, la moyenne du PIB a été de l'ordre de 5%. Et, excusez-moi, ça me sauve un jour qui m'intimide. No, he's definitely responsible for my trouble. Bien. Donc les perspectives à moyen terme sont également solides avec une croissance attendue de près de 5% en moyenne et 2013-2014, plaçant le continent parmi les régions du monde qui juste la plus grande croissance, du taux de croissance. Comme vous savez, même la présidente de l'Union africaine, elle disait ceci: l'heure de l'Afrique a sonné. Nous y sommes. Nous y sommes parce que parmi les 10 pays les plus performants du monde, au niveau de croissance, il y a 6 qui sont africains. Nous y sommes parce que nous avons une jeunesse vigoureuse, talentueuse, qui peut conduire la locomotive. Nous y sommes parce que depuis plus d'une décennie, nous avons pratiqué des politiques macroéconomiques et performantes qui nous permettent de dire sans hésiter que à l'horizon dans 50 ans et beaucoup moins pour d'autres, l'Afrique vivra son rêve pleinement. Je dis toujours, ce rêve n'est plus un rêve d'émergence. Parce que je ne parle pas du Canada comme un pays émergent, ni des États-Unis comme un pays émergent. Suivez mon regard, je veux dire, nous devons dépasser ce stade pour être des pays entièrement développés, à l'image de Singapour, à l'image de la Corée, et que sais-je d'autre. C'est cet engagement que nous devons avoir. Et cet engagement ne peut être pris que par ceux qui ont une vision. Et nos leaders ne doivent pas se contenter de dire nous avons 5% depuis 5 ans, une dizaine d'années,
Nous allons passer à 2 chiffres, oui, mais pourquoi faire avec cela? Pourquoi faire avec cela? Il faut avoir la vision du Premier ministre de Malaisie, qui va dire que dans 15 ans, il faut que la Malaisie soit un pays développé. Et les Japonais qui vont dire, après la sortie de la guerre, nous allons faire en sorte que nous soyons à la hauteur des pays vainqueurs. Nous allons donc nous engager dans cette voie. J'allais dire, je salue les 10% de la Côte d'Ivoire, tout comme Paul Kagame, qui avait dit qu'il peut s'engager politiquement. 7% c'est bien, mais l'horizon que nous fixons est que le pays pousse à la réalisation de ce taux, nous devons doubler ce taux dans les 5 années à venir. Donc, en nous fixant des objectifs, en nous fixant ces points d'ancrage, nous disons que l'Afrique va se gérer et va aller à la réalisation avec réaliser sa vision. C'est dans ce contexte que je dis le Forum 2013, le Forum Africain 2013, qui marque les 10 années d'existence du rendez-vous international et désormais incontournable des hommes d'affaires canadiens et africains. C'est pour cela qu'il a choisi ce thème d'actualité, l'émergence de l'Afrique, à quel horizon, à quelles conditions. Madame la présidente directrice générale, Madame Amina, nous vous remercions et nous vous félicitons d'avoir su mener ce forum depuis 10 ans. Et je vais dire de même agréable et très convaincant. C'est pour cela que vous attirez de plus en plus de monde et que ce forum est ouvert par tant de médias. Je vous remercie. Donc, quels sont les signaux d'émergence? En pleine mutation depuis près d'une dizaine d'années, les pays du continent africain ont en effet été largement en tête de la croissance. Des pays à taux de croissance très élevés. En plus de cela, les économies africaines ont dû résister à la grande récession de 2008. Pour couronner cette prouesse, l'Afrique du Sud a été admise au sein du groupe des BRIC, sont devenus BRIC par l'Afrique du Sud, et nous ajouterons que l'Afrique a aussi des pays phares. Je voudrais parler du Nigeria, qui est un pays phare pour nous. Je veux parler de l'Angola, du Botswana, de l'Égypte, de la Tunisie, de l'île Maurice. Auprès de ces grands pays, on compte récemment d'autres nations qui sont des sérieux candidats à l'émergence, en fait, ils sont déjà. Il s'agit du Ghana, du Cap-Vert, de la Tanzanie, du Rwanda et de l'Éthiopie. Ces signaux d'émergence sont en partie liés au prix des matières premières. En 2000, presque la moitié des pays d'Afrique étaient d'importants exportateurs de matières premières. À cette performance s'ajoute celle portant sur les améliorations au niveau de la gouvernance et de la gestion macroéconomique, facteurs considérés comme des causes sous-jacentes d'accélération de la croissance. En 2011, 13 pays ont bénéficié d'un relèvement important de la note d'évaluation de leur politique et institutions attribuées par la Banque mondiale pour apprécier leurs performances, alors que 5 pays seulement ont enregistré une baisse de cette note. En outre, l'analyse de la Banque mondiale révèle que l'augmentation de la cote CDA des pays est très fortement corrélée à la croissance. Une croissance de 1 point de base peut se traduire par une hausse de 0,25 de croissance du PIB, ce qui est loin d'être négligeable. Cette amélioration de la gouvernance et ce renforcement de la gestion macroéconomique ont incité les investisseurs étrangers à se tourner vers l'Afrique, pas seulement pour y injecter des capitaux à court terme, mais aussi pour y engager des investissements directs, car ces investisseurs estiment que les économies africaines
demeure une source de croissance dans les prochaines années. C'est très satisfaisant de noter cela. Du temps où nous étions actifs, nous avons parcouru le monde entier pour dire aux investisseurs que le taux de rentabilité des investissements en Afrique était le meilleur. C'était se situait même à 30%. Le président Bill Clinton à Dakar a également relevé ce fait. Mais on ne voyait pas des investisseurs venir. Je me rappelle encore que le président Obasanjo de Pardon, lui et son collègue du Ghana dans le temps, le président John Kufuor, dit nous avons tout fait. Nous avons vraiment tout fait. Tout ce que vous avez demandé, nous les avons mis en place. Mais on ne vous voit pas venir. On ne voit pas venir. Parce que la perception était si négative que la rentabilité n'était plus un appel pour les investisseurs. Mais aujourd'hui, et grâce à ce qui s'est passé dans les années 80, c'est la première fois d'ailleurs que j'entends un ami de la Banque africaine de développement, une maison qui m'a vu naître, qui met un point positif sur les conséquences des ajustements structurels, en disant que c'est par cela qu'on a pu apurer, la gestion financière de nos pays, et c'est ça qui a préparé à le fait que maintenant nous vivons une période où la politique macroéconomique a été saluée et a permis aux investisseurs de venir dans notre continent. Je crois qu'il faut le dire, mon ami, c'est la première fois que j'apprécie cette analyse. Bien qu'étant là-bas, j'étais contre les ajustements structurels, par le fait que nos instituteurs étaient sur le marché du travail, en chômage, et ils sont venus, tous ces fonctionnaires sont venus remplir les secteurs informels qui aujourd'hui occupent le plus de personnes dans notre économie, mais que la Banque mondiale ni la Banque africaine de développement n'avaient pensé à leur donner les moyens pour s'organiser. C'est maintenant qu'avec les hypocrisies et autres, il faut s'organiser. Mais en tout cas, je salue au passage ce que je dis, je fais long là-dessus. C'est vrai que l'ère actuelle a bénéficié donc de ces ajustements qui ont été faits sur une dizaine d'années. Les investisseurs considèrent de plus en plus la dette des pays africains comme une catégorie d'actifs qui offre des performances élevées, ainsi qu'une diversification de risques, lesquels sont actuellement concentrés sur les marchés financiers des pays développés. Les investissements directs étrangers constituent le troisième moteur à l'origine de la performance de l'Afrique sur les 10 années passées. Car l'épargne étrangère a aussi eu comme conséquence a entraîné une hausse de l'épargne africaine. Les investissements directs étrangers devront rester soutenus. Ceux à destination de l'Afrique ont augmenté de 5,5% en 2012, bien que les IDE totaux à destination du pays en développement se soient contractés de 7%. Selon les estimations de la Banque mondiale, les IDE vers l'Afrique pourraient atteindre près de 60 milliards de dollars en 2015. Bien que les industries extractives soient prédominantes, leur importance dans les nouveaux investissements diminue au profit d'un accroissement des capitaux investis dans les secteurs, dans les services, la construction des transports et les télécommunications. Si les investissements directs étrangers en provenance des pays développés semblent marquer le pas, ensuite de 20%, il faut relever ce qui est très important ici, que les investissements en provenance des pays émergents, eux, ils ont augmenté de 20%. Et sur cette base, sur ce constat, nous pouvons relever dans l'ordre l'Inde, qui est un gros investisseur qui a pris le pas, l'Afrique du Sud, la Chine, le Kenya, le Nigeria, la Corée et l'Arabie Saoudite. Ainsi, l'Afrique du Sud, bien sûr, mais également le Nigeria et le Canada contribuent fortement aux investissements directs étrangers, en attendant l'Angola qui dispose d'un fonds souverain de 5 milliards d'euros.
C'est là un excellent signe de confiance à long terme à l'égard des économies africaines. Mais le dividende démographique résultant de la baisse de la mortalité et de la fécondité, les investissements dans la santé des enfants et des femmes, dans l'éducation, la bonne gouvernance, sont aussi nécessaires pour pousser l'Afrique vers l'émergence économique. Au total, nous pouvons dire, le continent désespéré est redevenu la nouvelle frontière de l'investissement. Les investisseurs réalisant constamment des rendements impossibles ailleurs. Meilleure culture démocratique. La bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits humains et syndicaux, le dialogue social ainsi qu'une forte expression indépendante du monde du travail ont été pendant trop longtemps les points faibles du continent africain. Cependant, depuis les années 90, avec la conférence nationale, un vent de démocratie ne cesse de souffler sur le continent. Aujourd'hui, les élections démocratiques, certes plus ou moins libres et transparentes, deviennent la règle qui se caractérise aujourd'hui par l'extinction graduelle des foyers de guerre, la multiplication de revendications exprimées par les voies démocratiques pour plus d'équité et de probité dans la gestion des affaires publiques. Cette culture démocratique est d'autant plus importante en Afrique qu'elle met en relief la nécessité des élus, la nécessité pour les élus de rendre compte de leurs actions, de mettre en place une croissance favorisant l'inclusion et la répartition équitable des fruits de la croissance. Il convient de préciser que la doctrine démographique a aussi toujours été l'objet de controverses théoriques. Si certains estiment qu'une démographie galopante représente une menace pour la communication et la croissance future, pour d'autres, démographie et croissance économique sont liées par une dialectique vertueuse. Une population plus nombreuse peut renforcer le potentiel de travail et soutenir la demande en raison des besoins plus nombreux à satisfaire. Depuis 2010, la population africaine est effectivement officiellement passée à plus d'1 milliard d'individus. Ceci constitue autant de personnes à nourrir, à soigner, à vêtir, à loger, à équiper, notamment à avoir de téléphones portables, mais surtout de construire de forces de travail et des têtes bien pensantes pour mener l'Afrique vers une solution plus lumineuse. La demande intérieure est ainsi un des principaux moteurs de la croissance en 2012, selon les statistiques de la Banque africaine de développement. À cet effet, il convient de souligner qu'un tiers de la population africaine appartient à la classe moyenne, dont l'émergence a été favorisée par la forte croissance depuis des décennies, et selon un rapport de la Banque africaine de développement. Cette classe moyenne dont l'émergence, la classe moyenne dont l'émergence a favorisé la forte croissance économique du continent au cours des 20 années dernières, s'est fortement accompagnée par le développement du secteur privé. L'avenir de cette classe moyenne est crucial pour le développement économique et politique de l'Afrique, estime la Banque. Il s'agit là d'une piste à explorer, même si elle ne doit pas faire oublier les importantes inégalités qui existent encore. Je vous parlais de modèle d'émergence en Afrique. Et là, c'est encore beaucoup plus récent. C'est tiré du rapport du World Economic Forum qui vient de publier l'édition 2013-2014 de son rapport sur la productivité. Le niveau de productivité d'un pays est estimé en fonction d'une centaine d'indicateurs rassemblés en 12 piliers, parmi lesquels la qualité des institutions, les infrastructures, la santé, l'enseignement et la formation professionnelle. Nous allons passer à 2 chiffres, oui, mais pourquoi faire avec cela? Pourquoi faire avec cela? Il faut avoir la vision
nous allons faire en sorte que nous soyons à la hauteur des pays vainqueurs. Nous allons donc nous engager dans cette voie. J'allais dire, je salue les 10% de la Côte d'Ivoire, tout comme Paul Kagame, qui avait dit qu'il peut s'engager politiquement. 7% c'est bien, mais l'horizon que nous fixons est que ce que le pays pousse à la réalisation de ce taux, nous devons doubler ce taux dans les 5 années à venir. Donc, en nous fixant des objectifs, en nous fixant ces points d'ancrage, nous disons que l'Afrique va se gérer et va aller en réalisation avec réaliser sa vision. C'est dans ce contexte que je dis le Forum 2013, le Forum Africa 2013, qui marque les 10 années d'existence du rendez-vous international et désormais incontournable des hommes d'affaires canadiens et africains. C'est pour cela qu'il a choisi ce thème d'actualité, l'émergence de l'Afrique, à quel horizon, à quelles conditions. Madame la présidente directrice générale, Madame Amina, nous vous remercions et nous vous félicitons d'avoir su mener ce forum de 10 ans. Et j'allais dire, de même agréable et très convaincant. C'est pour cela que vous attirez de plus en plus de monde et que ce forum est ouvert par tant de médias. Donc, quels sont les signaux d'émergence? En pleine mutation depuis près d'une dizaine d'années, les pays du continent africain ont en effet été largement en tête de la croissance. Les pays à taux de croissance très élevés. En plus de cela, les économies africaines ont pu résister à la grande récession de 2008. Pour couronner cette prouesse, l'Afrique du Sud a été admise au sein du groupe des BRIC, sont devenus BRIC par l'Afrique du Sud, et nous ajouterons que l'Afrique a aussi des pays phares. Je voulais parler du Nigeria, qui est un pays phare pour nous. Je voulais parler de l'Angola, du Botswana, de l'Égypte, de la Tunisie, de l'île Maurice. Auprès de ces grands pays, on compte récemment d'autres nations qui sont des sérieux candidats à l'émergence, en fait, qui y sont déjà. Il s'agit du Ghana, du Cap-Vert, de la Tanzanie, du Rwanda et de l'Éthiopie. Ces signaux d'émergence sont en partie liés au prix des matières premières. En 2000, presque la moitié des pays d'Afrique étaient d'importants exportateurs de matières premières. À cette performance s'ajoute celle portant sur les améliorations au niveau de la gouvernance et de la gestion macroéconomique, facteurs considérés comme des causes sous-jacentes d'accélération de la croissance. En 2011, 13 pays ont bénéficié d'un relèvement important de la note d'évaluation de leur politique et institutions, attribuée par la Banque mondiale pour apprécier leurs performances, alors que 5 pays seulement ont enregistré une baisse de cette note. En outre, l'analyse de la Banque mondiale révèle que l'augmentation de la cote CBA des pays est très fortement corrélée à la croissance. Une croissance de 1 point de base peut se traduire par une moyenne, une hausse de 0,25 de croissance du PIB, ce qui est loin d'être négligeable. Cette amélioration de la gouvernance et ce renforcement de la gestion macroéconomique ont incité les investisseurs étrangers à se tourner vers l'Afrique, pas seulement pour y injecter des capitaux à court terme, mais aussi pour y engager des investissements directs, car ces investisseurs estiment que les économies africaines demeurent une source de croissance dans les prochaines années. C'est très satisfaisant de noter cela. Du temps où nous étions actifs, nous avons parcouru le monde entier pour dire aux investisseurs que le taux de rentabilité des investissements en Afrique était le meilleur. C'était supérieur à 30%. Le président Bill Clinton à Dakar a
également relevé de ce fait. Mais on ne voyait pas les investisseurs déliés. Je me rappelle encore que le président Bassano Orban, lui et son collègue du Ghana en même temps, le président John Koufo, nous avons tout fait. Nous avons vraiment tout fait. Tout ce que vous avez demandé, nous les avons mis en place. Mais on ne vous voit pas venir. On ne voit pas venir. Parce que la perception était si négative que la rentabilité n'était plus un attrait pour les investisseurs. Mais aujourd'hui, et grâce à ce qui s'est passé dans les années 80, c'est la première fois d'ailleurs que j'entends un ami de la Banque africaine de développement, une maison qui m'a vu naître, qui met un point positif sur les conséquences des ajustements structurels, en disant que c'est par cela qu'on a pu apurer, je veux dire, la gestion financière de nos pays, et c'est ça qui a préparé au fait que maintenant nous vivons une période où la politique macroéconomique a été saluée et a permis aux investisseurs de venir dans le continent. Je crois qu'il faut le dire, mon ami, c'est la première fois que j'apprécie cette analyse. Il y a été à la balle, j'étais contre les ajustements structurels, par le fait que nos instituteurs étaient sur le marché du travail, en chômage, et ils sont venus, tous ces fonctionnaires sont venus gonfler le secteur informel qui aujourd'hui occupe le plus de personnes dans nos économies, mais que la Banque mondiale et la Banque africaine de développement n'avaient pensé à leur donner des moyens pour s'organiser. C'est maintenant avec les bureaux qu'on s'organise. Mais en tout cas, je sais au passage, je pète le nom là-dessus, c'est vrai que l'ère actuelle a bénéficié donc de ces ajustements qui ont été faits sur le lycée d'année. Les investisseurs considèrent de plus en plus la dette des pays africains comme une catégorie d'actifs qui offre des performances élevées, ainsi qu'une diversification de risques, lesquels sont actuellement concentrés sur les marchés financiers des pays développés. Les investissements directs étrangers constituent le troisième moteur à l'origine de la performance de l'Afrique sur les 10 années passées. Car l'épargne étrangère a aussi, comme conséquence, a entraîné une hausse de l'épargne africaine. Les investissements étrangers devraient rester soutenus. Ceux à destination de l'Afrique ont augmenté de 5,5% en 2012, bien que les vidéos totaux à destination des pays en développement se soient contractés de 7%. Selon les estimations de la Banque mondiale, les IDE vers l'Afrique pourraient atteindre près de 60 milliards de dollars en 2015. Bien que les industries extractives soient prédominantes, leur importance dans les nouveaux investissements diminue au profit d'un accroissement des capitaux investis dans les secteurs, dans les services, la construction, les transports et les télécommunications. Si les investissements directs étrangers en provenance des pays développés semblent marquer le pas, ensuite de 20%, il faut relever ce qui est très important ici, que les investissements en provenance des pays émergents, eux, ils ont augmenté de 20%. Et sur cette base, sur ce constat, nous pouvons relever dans l'ordre l'Inde, qui est un gros investisseur qui a pris le pas, l'Afrique du Sud, la Chine, le Kenya, le Nigeria, la Corée et l'Arabie Saoudite. Ainsi, l'Afrique du Sud, bien sûr, mais également le Nigeria et le Canada contribuent fortement aux investissements étrangers en attendant l'Angola qui dispose d'un fonds souverain de 5 milliards de dollars. C'est là un excellent signe de confiance à long terme à l'égard des économies africaines. Mais le dividende démographique résultant de la baisse de la mortalité et de la fécondité, les investissements dans la santé des enfants et des femmes, l'éducation, la bonne gouvernance sont aussi nécessaires pour pousser l'Afrique vers l'émergence économique.
Au total, nous pouvons dire, le continent désespéré est redevenu la nouvelle frontière de l'investissement. Les investisseurs réalisant constamment des rendements impossibles ailleurs. Meilleure culture démocratique. La bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits humains et syndicaux, le dialogue social ainsi qu'une forte expression indépendante du monde du travail ont été pendant trop longtemps les points faibles du continent africain. Cependant, depuis les années 90, avec la conférence nationale, un vent de démocratie ne cesse de souffler sur le continent. Aujourd'hui, les élections démocratiques, certes plus ou moins libres et transparentes, deviennent la règle qui se caractérise aujourd'hui par l'extinction graduelle des foyers de guerre, la multiplication de revendications exprimées par des voies démocratiques pour plus d'équité et de productivité dans la gestion des affaires publiques. Cette culture démocratique est d'autant plus importante en Afrique qu'elle met en relief la nécessité des élus, la nécessité pour les élus de rendre compte de leurs actions, de mettre en place une croissance favorisant l'inclusion et la répartition équitable des fruits de la croissance. Il convient de préciser que la doctrine démographique a aussi toujours été l'objet de controverses théoriques. Si certains estiment qu'une démographie galopante représente une menace pour l'accumulation et la croissance future, pour d'autres, démographie et croissance économique sont liées par une dialectique vertueuse. Une population plus nombreuse peut renforcer le potentiel de travail et soutenir la demande en raison des besoins plus nombreux à satisfaire. Depuis 2010, la population africaine est effectivement officiellement passée à plus d'1 milliard d'individus. Ceci constitue autant de personnes à nourrir, à soigner, à vêtir, à loger, à équiper, notamment avoir des téléphones portables, mais surtout des constituts de force de travail et des têtes bien pensantes pour mener l'Afrique vers des solutions plus lumineuses. La demande intérieure est ainsi un des principaux moteurs de la croissance en 2012, selon les statistiques de la Banque africaine de développement. À cet effet, il convient de souligner qu'un tiers de la population africaine appartient à la classe moyenne, dont l'émergence a été favorisée par la forte croissance depuis des décennies, et selon un rapport de la Banque africaine de développement. Cette classe moyenne dont l'émergence, la classe moyenne dont l'émergence a favorisé la forte croissance économique du continent au cours des 20 années dernières, s'est fortement accompagnée par le développement du secteur privé. L'avenir de cette classe moyenne est crucial pour le développement économique et politique de l'Afrique, estime la Banque. Il s'agit là d'une piste à explorer, même si elle ne doit pas faire oublier les importantes inégalités qui existent encore. Je vous parlais de modèle d'émergence en Afrique. Et là, c'est encore beaucoup plus récent. C'est tiré du rapport du World Economic Forum qui vient de publier l'édition 2013-2014, son rapport sur la compétitivité. Le niveau de productivité d'un pays est estimé en fonction d'une centaine d'indicateurs rassemblés en 12 piliers, parmi lesquels la qualité des institutions, les infrastructures, la santé, l'enseignement et la formation professionnelle, l'efficacité des marchés financiers, la maturité technologique et la taille de l'économie. Pour la période de 2013-2014, le haut du classement est occupé par la Suisse, par Singapour, la Finlande, l'Allemagne et les États-Unis. Et le rapport rappelle la bonne santé économique actuelle de l'Afrique subsaharienne. Et c'est attribué qui est attribué à une croissance des investissements au marché des matières premières favorables à une amélioration du cadre économique. Il est important de dire que
ce classement est l'île Maurice. Sur 144 pays, l'île Maurice occupe le rang du 45e rang mondial, suivi de l'Afrique du Sud, du Rwanda, du Botswana. 3 des 10 économies jugées les plus performantes par le World Economic Forum sont en Afrique du Nord, le Maroc, suivi de la Tunisie et de l'Algérie. De fait, une grande partie des économies africaines restent, selon ce classement, portées par l'augmentation naturelle. Seul le Cap-Vert, Maurice, l'Afrique du Sud, le Swaziland et la Tunisie auraient atteint le stade des économies portées par des grandes productivités. Le rapport vient encore confirmer une fois de plus le potentiel dont dispose le continent africain en matière de développement économique, avec les efforts consentis par les différents pays dans l'amélioration du cadre réglementaire. Les investisseurs consolident de plus en plus les présences internationales. Nouvelle génération de leaders post-indépendants. Les nouveaux leaders, comme je l'ai dit tantôt, nés après l'indépendance, jouant un rôle essentiel dans les différents aspects du développement. Cette nouvelle génération de leaders est appelée à répondre à plusieurs exigences en matière de formation et de compétences. Sur ce registre, les missions relevant de la responsabilité des générations actuelles et futures d'Africains devraient s'articuler autour de la connaissance des grands enjeux auxquels le continent africain est confronté, des valeurs et une éthique de gouvernance publique et privée, et un cadre d'expression des compétences sur les questions nationales et de portée stratégique. Ceci passera par la création d'un continent sans conflit, nous espérons, débarrassé de la pauvreté et dont les citoyens auraient des revenus moyens susceptibles d'améliorer leur vie, leur niveau de vie. Horizon d'émergence. Comme vous savez, nous avons 54 pays, nous avons 8 régions en Afrique, 8 régions économiques, et des niveaux de performance différents. Et on ne peut pas raisonnablement dire que l'Afrique, dans 10 ans, dans 20 ans, sera un pays, tous ces pays sont des pays émergents. Il faut l'engagement de chaque gouvernement, de chaque pays, et un leadership qui convainc les populations pour aller vers tel horizon. Alors, c'est pour cela que je dis qu'on repense à cette question quel horizon. Pour certains, dans 5 ans, pour certains, ça a déjà commencé, dans 5 ans, dans 10 ans, voire dans 25 ans. Mais c'est un rêve, un idéal, que dans 25 ans, toujours plus, que toute l'Afrique soit un continent sorti de l'émergence, mais totalement engagé dans le développement économique. Mesdames et messieurs, je me suis attardé sur différents points, peut-être essentiels aujourd'hui de le dire. Je voulais simplement, encore une fois, vous remercier de l'attention que vous avez accordée. Et les sages, quand ils prennent la parole, il faut être notre sage de rappel. Vous n'êtes pas le seul, sachez.